السلام عليكم الاخوان والاخوات، كيف الحال والاحوال؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، وهذا الفيديو راكم في صحه جيده. دائما مع مستجدات قضيه نهضه بركان واتحاد العاصمه وماذا قال الاعلام الجزائري والاعلام المغربي. وقلنا قلنا الاعلام المغربي ضعيف وضعيف جدا، ونشرت واحد الفيديو وجاني بعض الاخوان وبعض التعاليق وتواصلوا معايا في الخاص بانه الاعلام المغربي ماشي ضعيف. الاخوان اللي كنتكلم على الاعلام المغربي ضعيف ماشي في الاشخاص، ماشي في الافراد، ماشي في التكوين، ماشي في الكاريزما، ماشي في المنظومه كامله، ما كاينش. والدليل في هذا الفيديو من اقوى البلاطوهات قلبا وقلبا، واعني ما اقول. ملي كنقولوا عزيز داوده الهرم الرياضي والتقني والقانوني وكل شيء، ممكن نقولوا امين بيروك، ومن لا يعرف امين بيروك كبرنا معاه. امين بيروك ايقونه الراديو. ومن يقول خديجه احسان لانيماتريس والكونفيرونسيير رائعه جدا. ملي كتجمعوا هادو كاملين وكتهيئ لهم واحد الفضاء يتكلموا فيه، راه يبدعون. وفي هذا الفيديو يعني ابداع قوي، وفيه الجلد والقصف، وفيه التوضيح، وفيه كل شيء. قالت لهم انتم كتقولوا لو فوازان لو فوازان لو فوازان، هاد الاعلام الجزائري ما كيبغيوش يقولوا المغرب لو فوازان الجار الجار. قالت لهم سيدي هاد لو فوازان راه الفا يعني بزاف ديال لي كومبيتيسيون اللي غادي يدير، وهاد لو فوازان راه غيدير لا كوب دي موند. قالت لهم بقليان السم. يعني هذا هو هذه واحد النوع ديال الحرب الناعمه، ولكن كاين تشفي غير المغاربه. واكيد ملي غتفرج في هذا الفيديو غادي يعجبك، لانه بلاطو قوي، بلاطو قوي. هذا الشيء اللي كنهضر عليه انا. الا حييتي الفضاءات خليك تشوف الفيديو بعدا، نتلاقاو في الاخير نزيدو نناقشوا اكثر واكثر. ربما يكون عندنا شي اصوات يعني مستمعه لهذه الامور هذه. الا كنتي اول مره كتجي القناه ديرنا واحد لايك واشتراك. شكرا بزاف الناس اللي كيديروا لايك قبل ما تسالي الفيديو. خليك تستمتع ليا مع لاله خديجه، السي عزيز، وكذلك السي امين بيروك. بارك الله عليكم. Bonsoir du sport. Dans cet épisode et un avis aux amateurs de la fake news, la CAF attribue la victoire de la Renaissance sportive de Berkane au match aller et retour face à l'USM d'Alger, relevant de la demi-finale de la Coupe de la Confédération. Ou quand les sportifs et le sport en général sont instrumentalisés pour servir des agendas politiciens, ou quand l'absurde est dévoilé au grand jour sur une pelouse. L'Algérie aura usé et abusé de tous les moyens dont elle dispose ou pas pour porter atteinte à l'intégrité territoriale du Royaume du Maroc. Des agissements hors de toute logique, qu'elle soit réglementaire ou d'ordre éthique ou encore sportif, qui au final portent préjudice aux joueurs algériens qui se voient empêchés de représenter leur pays dans des compétitions régionales et internationales à cause de l'entêtement obsessionnel de leurs dirigeants. L'USM d'Alger non seulement éliminé de la compétition, mais risque désormais des sanctions pouvant l'empêcher de participer à d'autres compétitions africaines futures, voire des sanctions qui pourraient être infligées à l'ensemble du foot algérien. Et pour être fair play, les dirigeants algériens ne se limitent pas au foot, puisque d'autres disciplines et d'autres athlètes se retrouvent à leur tour otages d'une politique politicienne qui ne sert qu'à ternir l'image d'un pays de plus en plus isolé. Un régime autoritaire dont le seul nom du président de la Fédération royale marocaine de foot donne des crises de nerfs. Fawzi El Qja, ou le nouveau cauchemar de la junte. J'accueille pour le débat ce soir si Aziz Daouda. Bonsoir si Daouda. Toujours un plaisir de vous accueillir. Marhaba. Plaisir partagé. Sincèrement, je suis content d'être encore une fois là. Marhaba, c'est nous qui le sommes, si Daouda. Et aussi contente de le retrouver sur le plateau de questions d'actu, mon confrère et journaliste sportif donc à Radio Mars, Amine Birouk. Bonsoir. Bonjour Lala Khadija, comment allez-vous? Très bien, et vous? Très bien. Depuis San Pedro, en Côte d'Ivoire, pendant la CAN. Et se joint à nous également un autre confrère, Nassim El Kerf, qui se joint à nous depuis Casablanca. Bonsoir et merci de vous joindre à nous dans Questions d'actu. Bonsoir Khadija, bonsoir Amine, bonsoir c'est Aziz. J'espère que vous vous portez bien et que ça se passe bien depuis
les incidents d'Alger. Les incidents. Et le mot est faible. Hein. Bon, alors, les incidents, on va y revenir un peu plus tard, mais on va d'abord parler d'actualité. C'est une émission d'actualité. La commission des clubs de la CAF qui a décidé donc aujourd'hui, mercredi, à l'unanimité, donc de ses 9 membres, de sanctionner l'USM Alger par un forfait de 3-0 suite à son retrait, rappelons-le, dimanche, de la demi-finale retour de la Coupe de la CAF face à la Renaissance sportive de Berkane. Une décision logique et légale au vu du règlement de la CAF, Amin Birouk? Tout à fait. Une décision logique, légale. Ça correspond au texte qui organise les compétitions interclubs. Et la commission est dédiée justement à valider ce genre d'incident qui pourrait survenir. L'équipe algérienne ne s'est pas présentée sur le terrain. Elle a quitté l'enceinte du stade municipal de Berkane pour se diriger vers l'aéroport Oujda Ngued. Elle l'a notifié au commissaire du match. Donc on ne pouvait que la sanctionner par ce 3-0 en attendant d'autres sanctions disciplinaires qui seront prises par une autre commission, à savoir la commission discipline. Nous avons donc eu 2 résultats analogues pour les mêmes incidents, lors de la non-bataille d'Alger et lors de la deuxième manche qui a eu lieu à Berkane. D'ailleurs, les dirigeants du club algérien ont été contraints et forcés de se déplacer parce que leur demande en référé au tribunal arbitral du sport a été déboutée le vendredi 26 avril, c'est-à-dire le jour de leur arrivée. Si le TAS avait pris une décision d'annuler le résultat du match aller, je doute fort qu'il se soit déplacé à Berkane pour disputer la rencontre. En tout cas, pour la forme. Il y a eu la réunion technique la veille du match, où ils ont déposé une réserve par rapport au maillot. Mais on rappellera que ce maillot a été homologué par la Confédération africaine de football, qui n'est pas là pour faire l'apologie d'un système politique, d'une race ou d'une religion. Donc c'est sur cette base que la Renaissance sportive de Berkane l'a fait valider depuis 4 ans, depuis qu'elle prend part à la Coupe de la CAF. Et aujourd'hui, on est dans la légalité face à l'arbitraire au fait du prince. Alors, on reviendra également au sujet des autres sanctions qui pourraient être infligées non seulement à cette équipe d'Alger, mais aussi au foot algérien de manière générale. Alors, vous avez évoqué justement cette décision du tribunal arbitral du sport. Aziz Daouda, quel est le rôle justement de ce tribunal dans l'application du règlement d'abord de la CAF et de la FIFA aussi? Communément appelé TAS ou CAS, en fonction de l'appellation, qu'elle soit anglaise ou française, c'est une juridiction qui a été mise en place par le CIO, en fait, pour éviter que des instances sportives aillent devant des tribunaux civils ou toute autre juridiction pour régler leurs différends. Mais le TAS est une commission, comme vous l'avez, est un tribunal arbitral. C'est-à-dire que ces décisions ne sont pas opposables directement, mais par l'intermédiaire de l'instance qui a déposé la plainte. C'est par exemple, si c'est parce que là, dans le cas d'espèce, c'est la fédération algérienne qui s'est portée partie donc dans cette situation et qui demande un arbitrage. Lequel arbitrage, en fait, pour l'arbitrage, ce sont 3 juges qui statuent. Donc, un président, puis un juge choisi par le plaignant et un juge choisi par la personne, disons, qu'on veut inculper. Donc, et ces 3 juges statuent sur la situation. Mais en fait, le tribunal ne va jamais prendre une décision opposable directement. Mais l'instance qui est chargée, disons, de cette discipline sportive est dans l'obligation, elle, soit de mettre en application, soit, si jamais elle était déboutée, d'aller en cassation, enfin, parce qu'on passe directement à une cassation. Et là, la situation fait qu'aujourd'hui, Berkane est sorti de la problématique. Berkane n'a plus de problème. Non, mais il est surtout qualifié. Hein. Non, mais elle n'a pas de problème. Au-delà du problème, si on devait rester vraiment dans un contexte, malheureusement, on sort maintenant du sport, pas par volonté. Au début de l'histoire, c'était un problème entre 2 équipes. On va dire que ça comme ça, pour simplifier. Mais en fait, chemin faisant, l'équipe marocaine, Berkane, n'est plus partie de la problématique. Parce que maintenant, c'est une problématique directe entre le club, le club opposant, et la CAF. C'est ce club-là, l'USM Alger en l'occurrence, qui n'applique pas les règles de la CAF.
et qui est aujourd'hui défendu par sa fédération. Donc aujourd'hui, c'est une situation où le conflit est véritablement entre la FAF et la CAF. Oui. Mais Berkane peut toujours revenir à la rescousse en demandant des indemnités, par exemple, une indemnisation. Parce qu'il y a eu un préjudice. Il y a un préjudice parce qu'ils se sont déplacés. Il y a un préjudice. Mais pourquoi se déplacer? Justement, Nassim Elkerch, je vais vous adresser cette question. Pourquoi se déplacer? Est-ce que vous pensez que la décision a été prise le jour du match où ils se sont quand même déplacés au Maroc? Et puis, la décision a été prise chemin faisant, ou en tout cas sur la route du stade. Pourquoi se déplacer pour ne pas disputer ce match? Je vais caricaturer et dire pour 2 jours de vacances à Saïdia. Vous n'avez pas besoin, hein, parce que là, la réalité dépasse la caricature. Il faut l'avouer. Donc, c'est quand même pas mal. Un petit week-end de Saïdia, ça ne se refuse pas. Encore plus quand il fait aussi beau que ces temps-ci à Saïdia. Donc, c'est la seule explication que je trouve. Ou sinon, logiquement, c'est pour éviter toute plus grande sanction. Parce que aujourd'hui, ils savent qu'il y aura une sanction quoi qu'il arrive. Et qu'elle pourrait être plus grave s'ils ne se déplacent pas, et puis surtout pour leur image. Quelle image ils vont donner après déjà une première image ternie? Parce que concrètement, ce qu'on a vu au match aller, c'est peut-être une première mondiale. Je sais pas, il y a Amine sur le plateau qui peut le confirmer ou pas, mais c'est peut-être une première historique qu'une équipe... Pour une affaire de maillot, hein, il faut le préciser, pour une affaire de maillot. On a déjà vu des équipes arriver avec des maillots perdus et que l'équipe haute leur offre des maillots pour jouer un match, mais parce que les maillots se sont perdus en route. Mais quand confisque des maillots pour les raisons qu'on connaît, il n'y a qu'un seul mot qui peut qualifier ce qui s'est passé. Il n'y a pas que confiscation de maillots, on a confisqué l'équipe en entier à l'aéroport, excusez la métaphore, mais on les a empêchés, on les a traités vraiment d'une manière qui est très très loin du monde des sports. On avait l'impression vraiment que c'était comme des espions, ou en tout cas ils ont eu un traitement comme si ils représentaient un danger pour ce pays. Ça m'a tristement rappelé l'incident avec les journalistes marocains aux Jeux méditerranéens il y a quelques mois, et que si c'était pas une équipe, une simple délégation de journalistes entre guillemets, ça m'étonnerait pas qu'ils se soient fait arrêter à l'aéroport et remercier pour le retour. Remercier, refoulé, hein. Parce que là, littéralement, les vidéos en attestent, le responsable très hautement sécuritaire, qui leur parlait d'un air vraiment militaire, en leur disant « refoulez, hein, vous êtes refoulés ». Donc ça prend toutes les valeurs de ce sport et toutes les valeurs du football et ce sport qui est censé réunir, parce que moi je me souviens qu'il y a toujours eu des problèmes entre l'Algérie et le Maroc, mais le sport venait pour atténuer un peu tout ça. Et on a eu des matchs où on voyait les joueurs rentrer main dans la main, on a vu des matchs où les joueurs s'échangeaient les maillots en fin de match, les équipes nationales. Aujourd'hui, ce qu'on est en train de voir dépasse même moi je comprenais pas, parce que comme tout supporter du football et comme tout amoureux du football, je me disais c'est peut-être des magouilles pour les déranger un peu, et finalement ils vont leur rendre leur maillot après 16 heures à l'aéroport pour les fatiguer un peu, et ils vont jouer leur match. Mais là c'est parti sur des mots, des temps, une instrumentalisation comme on n'a jamais vu sur le continent. 80 000 supporters, 60 000 supporters endoctrinés qui débarquent avec des mots racistes, des chants racistes, et devant les caméras. C'est pas, on parle pas d'un temps où il n'y a pas les caméras, c'est les caméras en HD. Donc moi, pour qu'ils viennent pour le match retour à Berkane, c'était un peu pour atténuer cette image-là qu'ils ont eue, et encore une fois un peu jouer les victimes en disant voilà, on est arrivé pour jouer au football, mais eux ils veulent instrumentaliser alors que c'est l'inverse. Donc cette carte-là existe depuis le début de la compétition, si ce n'est pas depuis la saison dernière déjà. D'ailleurs, personne, au contraire, on l'arbore fièrement et tout le monde la connaît cette carte. D'ailleurs, la CAF la connaît, c'est la seule carte que la CAF connaît. La FIFA aussi. Donc, oui, mais il y a même des équipes algériennes qui ont déjà affronté des équipes marocaines avec le même maillot. Enfin, je veux dire, c'est pas nouveau. Pourquoi maintenant? Pourquoi maintenant? On a eu des incidents. Oui. On a eu des incidents. Je me souviens de celui du Wydad, je pense la saison dernière de saison, déjà où le drapeau marocain n'a pas été hissé. Et c'était déjà une première.
historique, on refuse et on préfère même baisser le drapeau local pour pas hisser le drapeau marocain à côté. C'est-à-dire qu'on même notre, enfin, c'est-à-dire on laisse tomber, on met en berne le propre drapeau de son pays juste pour ne pas hisser le drapeau du voisin. C'est dire le niveau de bêtise. C'est quelque chose que le Wydad aurait pu refuser. Parce que moi j'aurais été dirigeant du Wydad à ce moment-là. J'aurais dit, moi, je m'en fous si vous voulez berner votre drapeau, mais le mien, moi, je veux le voir. Parce que c'est dans les règles aussi de mettre les drapeaux. Alors, on va retourner peut-être sur le début de cette affaire, comme cela vient d'être évoqué. C'était le 17 avril. Les équipements sportifs, et notamment ces fameux maillots de l'équipe de Berkane, ont été confisqués à l'aéroport d'Alger par les éléments de la douane sous prétexte de souveraineté nationale. Et là, on parle de la souveraineté nationale de l'Algérie face à une carte du Maroc. Alors que même dans les résolutions onusiennes, et on va le rappeler, qui concernent le différend sur les provinces sahariennes, l'Algérie, et notamment les dernières résolutions de l'ONU, ce n'est pas une émission diplomatique ou politique, mais là, on se retrouve face à une évidence que ça l'est, on est loin du sport. L'Algérie a été citée pour se mettre à la table des négociations, pour trouver une solution à ce différend régional. L'Algérie a toujours nié toute implication dans ce différend régional, mais évoque la souveraineté nationale quand il s'agit de l'intégrité territoriale du royaume, ou tout simplement de la carte du royaume du Maroc. Alors, est-ce qu'il y a une logique? Encore une fois, je vais revenir avec la même question, Amine Birouk, dans cela. Est-ce que indirectement, l'Algérie ne se tire pas une balle dans le pied en se mettant devant le continent africain, mais devant tous les gens qui suivent l'actualité sportive, par cette implication directe, encore une fois, dans ce qui concerne les affaires internes du Maroc? Alors, je titrerai ça, ce serait peut-être un joli film, Bienvenue en Absurdistan. Oui. Parce qu'aujourd'hui, depuis 1975, l'Algérie a toujours estimé qu'elle était neutre dans le conflit du Sahara. L'Algérie a toujours estimé qu'elle ne défendait que le principe du droit des peuples à l'autodétermination. Ouais. Le Maroc a toujours estimé que l'Algérie était la seule partie prenante au conflit et que les séparatistes n'étaient que des marionnettes utilisées pour servir les desseins d'Alger. Aujourd'hui, le monde entier, la planète foot, en particulier, l'opinion publique mondiale, tous ceux qui se sont intéressés de près ou de loin à cette affaire ont compris que, finalement, Alger n'est pas si neutre que ça. Et si aujourd'hui, elle refuse de s'asseoir aux tables de négociation, c'est juste une façon pour elle d'esquiver ses propres responsabilités. Ou parce qu'ils ne veulent pas la paix, tout simplement. Parce qu'ils ne veulent pas la paix, parce que la zone de turbulence ou la zone de conflit, ça sert les intérêts de tous ceux qui achètent des armes à prix bas et qui les déclarent à des prix élevés et qui se font beaucoup d'argent et qui enregistrent leur compte en banque. Aujourd'hui, ce qui est certain, c'est qu'on dépasse les contingences du sport. Parce que même au plus fort du conflit, même pendant la période où il y avait le conflit armé, les équipes marocaines et algériennes étaient reçues de manière courtoise. Je me souviens, en tout cas étant tout jeune gamin, le fameux 5-1, le public marocain avait applaudi l'équipe algérienne alors que nous avait laminé. Et au retour, les Algériens, c'était la fin de Boumedienne, début de Benjdid, avaient reçu l'équipe du Maroc. Ils leur avaient fait même visiter la ville natale ou la maison natale de Feu Guy Clouseau, qui était le sélectionneur marocain. Donc on n'était pas loin. Même quand on affrontait les équipes algériennes, on se disait Allah la raha alash, parce qu'il n'y aura pas de conflit, il n'y aura pas de chamaillerie, ce sera des rencontres dans l'esprit. Contrairement à des matchs face aux Égyptiens, aux Tunisiens, où c'était un peu plus crispé. Aujourd'hui, depuis 2019, on est dans un autre paradigme, avec un autre changement. Preuve en est, les journalistes qui ont été retenus pendant de longues heures et qui ont été refoulés à l'aéroport pendant les Jeux méditerranéens. Journalistes marocains. Les journalistes marocains, sous prétexte qu'ils n'exercent pas ce métier, qu'ils exercent un autre métier beaucoup moins noble. C'est l'hôpital qui se fout de la charité. Hein. Oui, tout à fait. L'équipe U17 a été tabassée lors de la finale de la Coupe arabe. Le petit-fils de Mandela, on a utilisé la politique lors du fameux Chan. On a empêché l'équipe du Maroc de venir défendre son titre parce qu'on l'a empêché de venir directement tel que le stipulent les règlements. On a mis des bâtons dans les roues à toutes les équipes marocaines qui sont venues disputer des compétitions en Algérie. La dernière trouvaille, les dernières trouvailles, c'était la Coupe du Monde où le Maroc jouait contre... L'Espagne a été éliminée par une équipe de fantômes,
où les résultats du Maroc n'étaient même pas cités dans la télévision officielle, alors que le Maroc était en train de réaliser un exploit dont seraient fiers tous les Arabes et tous les Africains. Ce fut le cas. Ce fut le cas, sauf du côté de la junte d'Alger. Et aujourd'hui, il y a autre chose. Dernière trouvaille en date, Coupe de l'UNAF, c'est des gamins U17 ou U18, c'est des natifs de 2006-2007. Ils disputent une compétition qui réunit les 5 pays d'Afrique du Nord. Maroc, Libye. Vous avez le drapeau tunisien et à côté, il y a codé Morocco. Aujourd'hui, on est dans la négation du voisin de l'Ouest. D'un pays, en fait. D'un pays de 40 millions d'habitants. Et j'ai l'impression... Une civilisation, effectivement, de plusieurs siècles. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, vous avez affaire à un vieil État séculaire, État-nation, avec ses traditions, ses règles, son éthique, et un pays en quête d'identité qui est en train de faire du storytelling par rapport à son histoire, qui se fabrique des mythes et qui a besoin d'un ennemi ou d'un bouc émissaire pour pouvoir exister. Le sport, aujourd'hui, est utilisé ou instrumentalisé et on va avoir de plus en plus des incidents lorsqu'on affrontera les équipes algériennes. Il suffira de se présenter avec un maillot, ou bien même les nageurs mettront des bonnets avec la carte du Maroc, et vous verrez que leurs adversaires potentiels se retireront sous prétexte que ça touche la souveraineté nationale. C'est comme si l'Allemagne venait à critiquer la France pour l'utilisation d'un coq. Parce que non, la France a récupéré l'Alsace-Lorraine, donc si on met l'Alsace-Lorraine... Mais l'Alsace-Lorraine, eh ben, les Allemands vont créer... Et pourtant, il y a des gens d'origine alémanique qui sont en Alsace, en Moselle. Ce qui est certain aujourd'hui, c'est que au moment où l'Allemagne et la France se sont réconciliés, alors qu'il y a eu 3 grandes guerres entre eux, au lieu de construire le Maghreb dont nous rêvons tous, qui pourrait servir à notre jeunesse avec notre potentiel démographique, économique, social, culturel, il y en a qui sont dans la construction, dans l'inclusion, c'est le Maroc, et d'autres qui sont en train de vivre une sorte de paranoïa. De paranoïa et d'obsession. Parce que là, l'obsession première, on le voit dans les médias, on le voit aussi avec des fake news. Quand on veut vous renier vos éléments identitaires, c'est quoi un pays? C'est un territoire, un drapeau, un hymne national, enfin, des éléments identitaires comme ça. Et là, c'est la négation même des éléments identitaires du Maroc. C'est comme si on voulait faire disparaître le Maroc de la carte. Tout simplement, parce que finalement, ça va s'arrêter où, cette négation de l'identité marocaine? Non, mais négation vis-à-vis de qui? Enfin, après. Justement, mais c'est une absurdité. C'est ça, justement, l'absurdité. C'est ça, l'absurdité. Vous ne voulez pas hisser le drapeau du pays, vous ne voulez pas jouer l'hymne national du pays, vous ne voulez pas de la carte du pays, vous ne voulez pas. Jusqu'où? Jusqu'où on va s'arrêter? Où c'est qu'on va s'arrêter? Où est la limite? Alors, c'est Aziz, vous avez juste rappelé, pendant les Jeux méditerranéens, lorsque les athlètes ou sportifs marocains gagnaient des médailles d'or, l'inachid l'ouatani al-fassi. Le terme fez est utilisé... Avant. Il était utilisé par les Turcs. Les Turcs, pour désigner le Maroc. Exact, les Ottomans, absolument. Les Ottomans. D'ailleurs, qui appellent le Maroc encore Fez, dans plusieurs de leurs ouvrages. Là, ça vient d'une tradition historique qu'on peut expliquer parce que c'était la capitale du Maroc, parce qu'il y avait le fez du Maroc, le chapeau que les Turcs avaient adopté du Maroc, etc. Il y a des éléments historiques qui font qu'aujourd'hui, si vous allez en Turquie, si vous pour dire marocain, vous dites face, et là, ils comprennent très vite d'où vous venez, etc. Alors, pour revenir au foot, vous avez parlé tout à l'heure de l'homologation par la CAF. Je veux revenir avec Daouda là-dessus. Alors, ce maillot, il a déjà été homologué par la CAF. Il a déjà servi pour disputer d'autres matchs. Mais jamais, aucune équipe, même l'Afrique du Sud, je pense, il me semble que l'équipe Sudaf a déjà disputé des matchs face à une équipe marocaine qui portait un maillot avec le drapeau marocain, avec les couleurs du Maroc. Et quand on dit les couleurs, elles sont géographiques, mais aussi de teinte. Mais pourquoi on fait vraiment aujourd'hui toute cette pièce théâtrale face à ce maillot, qui est homologué, rappelons-le. Quand vous participez à une compétition, vous souscrivez aux règles de cette compétition. Et le garant de l'applicabilité, de l'application des règles, c'est cette institution-là. Donc ça n'est aucunement à un pays quelconque de dire que ce maillot est bon ou mauvais, ou que ce short est bon ou mauvais, ou que ces lunettes sont bonnes ou mauvaises, ou acceptables ou pas acceptables. C'est la CAF qui homologue. Parce que nous participons dans la même compétition, c'est-à-dire nous sommes dans le même panier,
nous acceptons les règles, nous souscrivons aux règles, et à partir de ce moment-là, c'est à la CAF de décider. On aurait pu, par exemple, penser que ces gens-là, dérangés par ce maillot, auraient pu contacter la CAF pour dire à la CAF, écoutez, ces gens sont venus avec un maillot, voilà comment il est fait, qu'est-ce qu'on fait? Et la CAF aurait tout bonnement dit, c'est un maillot qui est homologué, et la chose aurait été terminée. Oui. Mais là, on a remis en cause l'autorité même de la CAF. Mais on remet en cause aussi, même dans les médias algériens, l'intégrité de la CAF. C'est dire... Mais aujourd'hui, ça n'est plus que la CAF, c'est aussi Infantino. Je ne sais pas si vous avez entendu. Oui, c'est la FIFA. Ouais. Maintenant, il s'attaque aussi à la FIFA. La non, FIFA mais de toute façon, pour eux, Fawzi El Kherja, c'est lui qui... Bah oui, non, mais la théorie du complot là-dessus, où le personnage principal... La FIFA également... Le personnage principal reste Fawzi El Kherja. Non, Fawzi El Kherja, c'est le cauchemar. Non, pour eux, c'est l'outil. Ouais. C'est l'outil qui sert à compromettre tout ce monde, parce que c'est fantastique. La CAF est compromise dans un complotisme contre ce pays-là. Ouais. La FIFA aujourd'hui, parce que je l'ai vu dans les médias. Hein, oui, pareil. Infantino est un corrompu. Ouais. Donc, et le corrupteur, c'est qui? C'est toujours Fawzi El Kherja, qui lui représente le Mkhazen, qui lui, etc. Donc, si vous voulez, c'est une suite illogique ou invraisemblable d'idées qui sont échafaudées comme ça, sans aucun fondement. Parce que quand vous dites que l'équipe de Berkane n'a pas le droit de mettre la carte de son pays sur le maillot, vous devez le prouver sur le plan du règlement. Mais quand vous allez dans les règles, quand vous les lisez, il n'y a rien qui interdit ça. Il n'y a absolument rien qui l'interdit. Donc déjà, c'est vous qui êtes dans l'illégalité. Quand vous demandez à la CAF d'agir et que la CAF vous réponde, ces gens-là sont dans leur droit de porter ce maillot-là. Donc, et que vous refusez cette décision de la CAF, vous persistez. Évidemment, vous en arrivez au complotisme, à des histoires comme ça, parce que maintenant, l'histoire, c'est de faire avaler à la population locale toutes les sanctions qui vont être prises. Justement, Nassim, on l'a dit tout à l'heure, et vous l'avez évoqué tout à l'heure, la commission des clubs de la CAF a décidé également donc ce mercredi de soumettre cette affaire au jury disciplinaire pour d'éventuelles sanctions additionnelles. Quand je dis additionnelles, et je vais quand même rappeler que, contrairement à ce qui a été véhiculé par les médias officiels algériens, l'équipe algéroise n'a pas gagné. Elle a été éliminée, elle a perdu parce qu'elle a déclaré forfait. Que risque le club algérien? Ou algérois déjà, et puis on verra après pour la fédération. Il risque gros. Déjà, il risque de se faire oublier déjà continentalement, parce qu'il faut rappeler que cette USMA-là, cette équipe est tenante du titre de la même compétition. C'est-à-dire qu'ils avaient bien leur carte à jouer face à un Berkane qui a des hauts et des bas cette saison. Et ils pouvaient très bien avoir une victoire purement sportive. C'était du 50-50. Il y avait un match aller-retour et l'écart de niveau n'était pas immense entre les deux équipes. Et c'est dommage pour cette équipe, cette belle équipe. Et c'est parce que footballistiquement, ils proposaient des belles choses. Ils avaient un entraîneur que moi j'apprécie tout particulièrement, qui est passé par le Maroc d'ailleurs, qui doit être fou en ces temps-là, parce que c'est un homme qui respecte et qui ne jure que par le football. C'est Garrido, l'Espagnol. Et c'est dire que cet homme refusait même des grèves de ses joueurs par respect aux supporters et aux valeurs du sport. Des grèves financières de ces joueurs. C'est parler de la mentalité d'un homme qui ne jure que par le football et par le résultat et par le travail. Allez lui expliquer, lui qui est étranger, que ces joueurs vont pas rentrer sur la pelouse et qu'il a les mains liées. Donc sportivement, bien sûr qu'il se tire une balle dans le pied. Mais aujourd'hui, je pense que depuis tout à l'heure, je vous écoute et j'en souris parce que je me rends compte que on est en train de débattre une absurdité comme il n'en a jamais eu. Mais malheureusement, il y en aura d'autres qui vont arriver parce que, comme a dit Amine, on risque de se recroiser. On est sur le même continent, on est même voisins et on joue différentes compétitions tous ensemble. Les Jeux méditerranéens, les Jeux de la francophonie, autres jeux. Non, mais alors il y a des analystes aussi algériens qui demandent de tout simplement ne plus faire partie de la CAF, qui veulent faire partie d'une autre confédération. Peut-être sud-américaine. Après, les confédérations, c'est pas obligé d'être dans la même zone géographique ou le même continent pour faire partie d'une confédération. Il y a une seule exception dans ce Il y a une exception. C'est celle d'Israël. C'est laquelle? Qui joue en Europe. Celle d'Israël, oui, c'est une exception. Mais je pense pas que de l'autre côté, ils seront contents de cette comparaison. Si cet analyste regarde, au moins vous lui avez donné l'unique alternative qui leur reste. Mais justement, pour revenir aux sanctions. Oui. 2 années de suspension. Je vous reviens, Nassim. Oui, 2 années de suspension, ce sera automatique pour l'USMA. C'est un minimum. C'est le minimum. 2 années de suspension. 2 années de suspension de toute participation de toute compétition africaine. Oh, wow. C'est-à-dire qu'ils se sont immolés ou sacrifiés pour éviter que la FAF, le fait qu'il soit présent à Berkane au retour,
c'est justement pour éviter que la FAF, la Fédération algérienne de football, soit également épinglée. Ils vont être privés du prize money de la compétition, 750 000 $ qui correspond au fait qu'ils soient arrivés en demi-finale. Et ils vont devoir payer 50 000 $ d'amende par rapport au déplacement de la Renaissance sportive de Berkane. Et on va penser à la deuxième partie ou la deuxième suite des sanctions, c'est le préjudice porté à la Confédération africaine de football, parce qu'il y a une retransmission télé, il y a des annonceurs, il y a des chaînes de télévision qui devaient reprendre le match. Il y a des coûts engagés, en fait, par la CAF. Et surtout, c'est la crédibilité de la CAF par rapport aux annonceurs, aux diffuseurs potentiels sur la zone MENA, sur l'Europe, etc. Sans oublier, je pense que ça c'est la dernière étape, mais elle devra être intentée dans les tribunaux commerciaux par l'équipementier de la Renaissance sportive de Berkane, parce qu'on a vu que dans la politique de la fuite en avant, ils ont même essayé de bidouiller un maillot qui est une contrefaçon, qui touche une marque commerciale, qui touche un sponsor et qui touche un équipementier. Donc les sanctions contre la Fédération algérienne de football, elles sont évitées grâce à ce déplacement, j'ai envie de dire grâce, mais franchement, c'est les joueurs. Et franchement, ils font de la peine parce que finalement... Les joueurs et les dirigeants. Et les dirigeants du club, le coach, enfin tout le staff. Mais si on reprenait certains propos du président même de la fédération, il y a matière à condamner aussi. Parce que lesquels des propos, Aziz Daouda? Quand on parle de complotisme, quand on parle de ceci ou de cela, que c'est fait à dessein contre des équipes algériennes, etc., c'est la fédération qui se met en porte-à-faux avec les instances africaines. Oui. Et peut-être mondiales. Mais du coup, quelle crédibilité de l'Algérie aux yeux de cette Confédération africaine de football, d'autres organismes sportifs, et notamment en vue de l'attribution, de l'organisation de compétitions sportives? Écoutez, quand vous organisez une manifestation internationale, le premier engagement que vous prenez, c'est celui de garantir l'entrée sur votre territoire de toute personne ou de toute équipe, de toute équipe ou de toute personne qualifiée. Et donc, indépendamment des situations de conflit ou des situations politiques ou de quoi que ce soit. C'est une obligation. Là, ce qu'on voit, c'est qu'à chaque fois qu'une équipe marocaine va dans ce pays-là, elle a des difficultés. Elle a des difficultés, ils se font lyncher. Des difficultés énormes. Des lynchages verbales, parfois physiques. Okay. Il y a vous vous souvenez, c'était l'équipe des U17, oui, vous l'avez évoqué tout à l'heure. Amine en a parlé. C'est des gamins, enfin, ils ont été frappés, pas par des gamins, c'était pas des chamailleries entre mineurs. Non, ils ont été attaqués par des personnes majeures, physiquement. Bien sûr. Et porter atteinte à leur... De toute façon, dans ce pays, on a l'habitude aussi d'attaquer ses propres joueurs, parce qu'on a vu un entraîneur gifler un petit gamin de 17, justement. Oui. Voilà, oui. C'est d'usage. Enfin, on ne généralise pas, mais effectivement... oui, mais vous savez, quand des images comme ça filtrent, c'est quand même dérangeant. C'est choquant. La situation fait qu'aujourd'hui, il est clair pour la CAF et pour d'autres instances sportives africaines qu'il y a un problème. Qu'il y a un véritable problème de non-respect des règles même sportives. Oui. Et ça, c'est matière à condamner justement à ne pas recevoir de compétitions internationales. Parce que c'est quand même compliqué que de se retrouver un jour avec un tournoi ou quelque chose comme ça, où une équipe toute particulière, un pays particulier n'est pas accepté alors qu'il est qualifié. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'ils se retrouvent aussi avec des équipes qui se qualifient et qui scorent. Si seulement ce n'était pas des équipes qui se qualifiaient... Mais Nassim le disait, oui. Nous sommes condamnés à nous retrouver. Oui. Nous sommes dans la même zone géographique. Évidemment. Parce que vous savez, le continent africain, sportivement, est divisé en 5 régions. Nous sommes dans la même région. Donc, obligatoirement, dans des compétitions ensemble. Nous sommes sur le plan continental, nous avons obligation de nous retrouver. Parce que c'est même pas un... Est-ce qu'on va se retrouver, par exemple, pour la CAN 2025 au Maroc? C'est pas un choix. C'est pas un choix. Mais par exemple... Oui, c'est pas un choix. On risque de se retrouver ici. Mais bien sûr, s'ils se qualifient. Et si enfin, nous, on est qualifiés, puisque c'est nous qui recevons. Mais eux, s'ils se qualifient, c'est pas un choix, c'est une obligation. Mais du coup, est-ce qu'on risque de revoir le même scénario? Ils vont se retirer du stade? Alors, en contrepartie, d'autres sanctions. Justement, le Nigeria, lorsqu'il s'était retiré de la CAN 96, parce qu'il y avait de la friture sur le plan politique entre le gouvernement Mandela et les militaires qui étaient au pouvoir à Abuja, la CAF avait privé le Nigeria de 2 CAN consécutives. Donc aujourd'hui, 4 années de compétition. 4 années sans compétition. Donc aujourd'hui, il y a un arsenal de sanctions qui existe et ils en sont conscients. Maintenant, s'ils font fi de tout règlement, de toute loi, parce que j'ai l'impression que c'est comme ça qu'ils fonctionnent aujourd'hui, ils sont capables de le faire. Mais Nassim, on vous a interrompu tout à l'heure, et aussi je voudrais vous interpeller, peut-être si vous avez une information complémentaire, pour qu'on passe aux autres disciplines sportives
dont les athlètes ont été malheureusement, à cause de cet entêtement obsessionnel absurde, de disputer des compétitions et de hisser le drapeau de leur pays dans des compétitions régionales. Donc, mais je vous laisse peut-être finir. Moi, j'ai de la peine pour les sportifs parce qu'il n'y a pas un joueur qui voudrait pas jouer une demi-finale de compétition africaine. Peut-être c'est une fois dans sa vie, peut-être qu'il était en fin de carrière et qu'il espérait la jouer en début de carrière et qu'il la jouera plus après. Et pour des absurdités politiques et des croyances politiques pour lesquelles ils veulent se battre, mais ils se battent pas pour les vraies choses, c'est-à-dire les droits des sportifs dans leur pays et les droits le droit de rêver justement aux gamins, parce que oui, parce qu'après le foot, il y a le handball, et après le handball, il y a la gymnastique artistique. C'est là où je veux en venir, parce que moi, je pourrais poser la question clairement. Est-ce qu'ils veulent pas éviter tout ça aujourd'hui, parce que on est sur un débat ouvert, parce que on est en train de débattre l'absurde. Donc on peut poser une question absurde, c'est est-ce que ça les arrangerait pas de pas voir 40 000 Algériens ou 80 000 Algériens débarquer à Marrakech pour la Coupe d'Afrique, pour la prochaine CAN? Est-ce que ça leur fait pas de mal qu'on ouvre les frontières pour une compétition aussi grande, aussi importante? Ou même à Dakhla, même dans les provinces du Sud, je veux dire dans les provinces du Sud, pour qu'ils voient de leurs propres yeux le niveau de développement des provinces sahariennes. Oui, exactement. Moi, je restais sur les villes concernées par la CAN. Est-ce que connaissent ces villes? Est-ce qu'aujourd'hui, si on place par exemple, admettons que l'Algérie se qualifie, on la place dans le groupe de Marrakech, est-ce que la junte serait ravie de voir 80 000 Algériens débarquer à Marrakech, profiter des installations et profiter du soleil de Marrakech pendant un mois, jusqu'à la fin de la compétition, peut-être rester? Parce qu'on les a vus quand ils se déplacent dans des pays, entre guillemets, moins développés. Est-ce que ça a engendré, lors de la dernière CAN, comme remarques racistes et retours de leurs influenceurs, hein? Malheureusement, on a vu des retours. Est-ce qu'ils feraient de même ici? Parce que on entendait dire, ah, alhamdoulilah, nous, on est bien par rapport à ces pays-là. Oh oui. Ces influenceurs qui sont payés par leurs États, ils sont connus, aujourd'hui, quand tu vois leurs posts sur les réseaux sociaux, il y a écrit payés par l'État ou comme on connaît dans d'autres chaînes internationales et d'autres chaînes étatiques. Donc, est-ce que ça les arrange? Il faut poser la question. Est-ce qu'ils veulent pas justement commencer là pour éviter une CAN 2025 et ces retombées qui seraient peut-être catastrophiques sur tout leur endoctrinement et tout ce qu'ils font à côté et comment ils cachent la vérité, comme a dit Amine tout à l'heure, des fois même absurde, lors d'une Coupe du Monde où on cite pas le pays qualifié en demi-finale. Donc, aller jusque-là, peut-être, hein, parce que pour les comprendre, il faut aller très loin des fois. Et le plus loin possible, c'est me dire que ça les arrange de ne plus jouer au football jusqu'à peut-être après 2030, parce qu'il y a une Coupe ni au handball, ni à la gymnastique, peut-être demain au tennis. Et vous savez, le plus étrange dans tout cela, c'est que on est en train de voir des sportifs qui sont disposés à jouer et on les empêche. Mais est-ce qu'ils ont réellement leur mot à dire, ces sportifs Par exemple, à la place du président de la Fédération algérienne de gymnastique, qui a envoyé un courrier à son homologue marocain pour annoncer le forfait, où il annonce qu'il avait déposé une requête auprès du ministère et qu'elle a été rejetée. Donc, il est dans l'obligation de déclarer forfait. Est-ce que vous savez que l'Algérie a réussi à récupérer... Il ne restera pas longtemps président de cette fédération, selon Aziz Daouda. Peut-être il ne restera pas longtemps en liberté. Donc je disais... donc c'est même pas les sportifs, c'est les présidents de fédé aussi. Hein. Vous savez que l'Algérie a récupéré une gymnaste qui concourait pour les équipes de France et qui a été médaillée au dernier championnat du monde. Donc il se tire une balle dans le pied parce que ce championnat d'Afrique, il est qualificatif pour les JO de Paris. Et donc l'Algérie perd peut-être une opportunité de gagner sa seule médaille ou une de ses rares médailles aux Jeux Olympiques. Est-ce qu'on dit cela aux Algériens? Est-ce que les Algériens savent toutes les conséquences de ces actes et de ces décisions arbitraires, j'ai envie de dire? Non, parce qu'on évoque les grands mots de la souveraineté nationale et parce qu'aujourd'hui, on pointe du doigt le voisin malfaisant. Entre guillemets. Mais c'est pas le problème, c'est que le voisin va accueillir beaucoup de compétitions et beaucoup de phases éliminatoires, de grandes compétitions. Et le voisin va également, Inch'Allah, accueillir la Coupe du Monde 2030. Encore faut-il Et justement, Khadija, je voudrais juste préciser que par rapport je dirais, la vision que l'Algérien a du Maroc, c'est une vision qui est complètement désuète, complètement erronée.
Et pour éviter qu'il vienne in situ vérifier que le Maroc, c'est pas l'image qu'on donne de ce pays, que donne la junte militaire de ce pays, eh ben, il y a un risque. Donc, autant éviter, autant vivre en autarcie, autant continuer à fermer et à véhiculer une propagande qui a touché des générations d'Algériens parce qu'on leur a appris, même à l'école, du lavage de cerveau, quoi. On les a lobotomisés. On leur a appris que le Maroc, c'est un pays sous-développé. C'est un pays qui dépend de certaines choses qui ne sont pas très recommandables. Et eux, ce sont les vertueux défenseurs des droits des peuples opprimés. Et justement, ces idées-là peuvent être combattues lorsqu'ils viendront sur place, voir à quel point notre pays s'est développé, quel point notre pays s'est ouvert à tous les flux positifs qui viennent de partout. Et là, ça peut faire très mal. Donc, cette junte militaire dont je dirais la seule raison de vivre et de se maintenir au pouvoir coûte que coûte, n'a pas intérêt à ce que le sport soit un vecteur d'union entre les peuples et un vecteur de rencontre entre les peuples. Sans revenir sur place, les résultats des équipes marocaines, toutes catégories confondues, enfin, sans exagération, mais il faut dire que les équipes marocaines scorent littéralement ces derniers temps. Le Maroc, il faut le rappeler, sacré champion d'Afrique pour la 3e fois de suite dans le futsal, Aziz Daouda. Je veux dire, au-delà de tout cela, il y a des gens qui travaillent et qui récoltent le fruit de leur travail. Alors et qui continuent sur... Pour lier les deux situations, j'ai vu le commentaire d'un soi-disant expert sur une chaîne algérienne, et vraiment, j'ai souri. Ouais. Parce que alors pour eux, d'abord, le futsal, c'est rien du tout. Donc, c'est pas important. Ouais. Et puis, il reproche à Infantino d'avoir fait le déplacement pour quelque chose d'anodin, une petite compétition de rien du tout, qui s'appellerait futsal, etc., etc. Donc, vous voyez un peu l'absurdité jusqu'à quel point elle peut être un comportement, disons que dont certains se sont accaparés naturellement. Parce que c'est d'une façon très naturelle qu'il débute ce genre d'absurdité. Bon, le futsal est une discipline sportive qui est en pleine ascension. On s'en moquait un peu un certain temps, il y a peut-être une vingtaine d'années, on se disait, bon, par exemple au Maroc c'était Kenitra, il y avait l'Ajax de Kenitra, une petite équipe, et on rigolait, on se disait, bon, le foot dans les salles, etc., c'est un foot très particulier. Aujourd'hui, il est en train de prendre du galon, disons, dans la sphère sportive, et il est aujourd'hui beaucoup plus attractif qu'un tas d'autres sports olympiques. Donc c'est pour vous dire que dans peut-être une dizaine, quinzaine d'années, ce futsal va être quelque chose de fantastique. Et quand vous voyez les gens qui s'intéressent, enfin les pays qui s'intéressent à ce futsal et qui sont les meilleurs, c'est ceux qui sont les bons dans le football, dans l'autre football, donc dans le football à 11. Donc si vous voulez, c'est pas une activité anodine. Donc que le Maroc la remporte 3 fois de suite, c'est le résultat d'un travail tel qu'on l'espère, avec un cadre marocain, une institution qui fonctionne, et un système de préparation continue de la manière la plus intelligente qui soit. Et il y a un Hicham Dguig, artisan de cette épopée de l'équipe nationale. J'ai parlé d'un cadre marocain. Parce qu'au tout début, peut-être qu'on pensait qu'on se contentait d'un cadre marocain parce que ce n'était pas important, mais ce cadre a prouvé qu'il avait de la bouteille, parce que maintenant c'est un créatif, c'est un novateur. C'est un novateur, c'est quelqu'un qui n'est pas arrivé facilement. Il a eu beaucoup de difficultés, si vous avez vu cette déclaration où il a quand même eu des larmes devant, pendant cette conférence de presse, parce que son parcours n'était pas des plus simples. Il n'a pas eu sa chance au début, et bon, il s'est accroché. C'est pas qu'il n'a pas eu sa chance, c'est on le regardait d'en haut, parce que c'était le futsal. Mais ce gars-là a prouvé, d'abord que c'est un passionné de cette discipline, mais il était capable de créer dans cette discipline. Parce que vous ne gagnez pas des tournois si vous n'êtes pas novateur. Si vous n'êtes pas dans l'innovation, si vous êtes juste à copier les autres, les uns et les autres, vous ne gagnez jamais un tournoi. Lui, justement, a prouvé qu'il était capable de créer quelque chose. Et ça se voit quand les matchs amicaux qu'ils font contre les meilleures équipes du monde. Et on sent qu'il y a une identité, on sent qu'il y a une façon de faire. Et ça, c'est de l'innovation, c'est Hicham Dguig. Et en parlant justement de l'Algérie... Quels sont les autres enseignements de la réussite? J'ouvre une parenthèse, je la referme 30 secondes. Ouais. Ils se sont engagés pendant les qualifications de la CAN Futsal. Bien sûr. Et ils ont été éliminés par la Libye. Oui. J'aurais aimé qu'ils jouent au Vierge Farouchi si ce n'était pas engagé dans la compétition. Donc il faudrait quand même arrêter de dénigrer une discipline où le Maroc est 3 fois champion d'Afrique. Je voudrais aussi rappeler des chiffres. Depuis que Silkja est à la tête de la fédération,
Le Maroc a été 3 fois champion d'Afrique consécutivement au futsal. Oui. Il a été en demi-finale de Coupe du Monde. Il a qualifié sa sélection féminine à la Coupe du Monde. Elle a passé même le premier tour. Au niveau des clubs, le Wydad a remporté 2 Champions League, une Super Coupe d'Afrique. Le Raja a gagné 2 Coupes de la CAF, une Super Coupe d'Afrique. Berkane a remporté 2 Coupes de la CAF, une Super Coupe d'Afrique. Du côté algérien, à l'exception de l'USMA qui a gagné la saison dernière la Coupe de la CAF et la Super Coupe d'Afrique, plus une CAN que l'Algérie a gagné de manière méritoire jusqu'à la finale et puis par miracle face au Sénégal, il y a le Walou. Donc à un moment ou à un autre, il y a des gens qui travaillent avec des process, avec des règles, et d'autres qui font de la fuite en avant. Donc il faudrait quand même comparer l'efficience ou l'excellence, et de l'autre côté la déchéance et l'absurdité. Et encore, peut-être qu'on gagnerait à comparer justement pour avoir un peu de raison dans cet océan d'absurdité. Peut-être que la comparaison, même si elle n'est pas raison, mais cette fois, je pense qu'elle pourrait l'être. Sauf qu'on compare ce qui est comparable. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que au moins pour qu'on puisse avancer, je veux dire, le Maroc, ça ne convient pas. Le Maroc ne bénéficie pas d'un pays voisin. Ça a été rappelé souvent par le souverain, par un peuple qui ne jouit pas de tous ses droits, de toutes ses richesses, soient-elles pécuniaires ou autres. On pourrait aller de l'avant ensemble. Et quand je dis comparaison n'est pas raison, elle peut être raison pour peut-être faire bouger les lignes. Nous sommes dans une logique très simple de développement, de coopération, de collaboration, de gagnant-gagnant. Enfin, ils sont 45 millions d'Algériens. On n'est pas en train de généraliser. Les décisions ne sont pas prises par 45 millions d'Algériens, encore moins de manière démocratique. Elles sont prises par un carré très... Concentrons-nous sur nous-mêmes. Dans des situations pareilles. Non, mais de toute façon, les résultats sont là. Voilà, et la concentration donne les résultats qui sont là. C'est ce qui permet de dire qu'on ne compare pas l'incomparable. Nous sommes dans une logique de développement, une logique de coopération avec tous les pays du monde. Il n'y a pas d'exception, il n'y a pas un pays qui va vous dire j'ai un problème avec le Maroc. On négocie, on discute. Quand on a des difficultés avec un pays ou un autre, on n'est jamais dans l'animosité, on est dans la coopération, dans la discussion, dans les débats. Donc, vous savez, c'est peut-être la singularité du Maroc dans la région MENA. Oui, mais c'est le sport algérien, encore une fois, qui est victime de ces décisions arbitraires. Est-ce que c'est de notre fait? Non. Voilà. C'est notre rôle aussi en tant que média. Nous sommes un média maghrébin aussi, avec cette ambition de faire porter aussi une voix qui n'est pas audible, ce qui est certain, si vous prenez, qui est factuelle surtout. Si vous prenez, vous avez parlé des joueurs, si vous prenez les joueurs, les dirigeants, l'entraîneur, etc., en aparté, à chacun de son côté, que vous discutez avec eux, mais probablement qu'ils sont conscients de l'absurdité de la chose. Parce que les joueurs, cette équipe est liée pour quelque chose? Non. Ce n'est pas les joueurs. Ce n'est pas l'équipe, ce n'est pas l'entraîneur. L'entraîneur, quand il a parlé, d'ailleurs, il a fait une déclaration où, entre les lignes, il dit que c'est absurde ce qui se passe. Parce que pour lui, c'est une compétition sportive et qu'elle n'a pas à être instrumentalisée comme elle l'a été. Donc, oui, face à l'absurdité, moi je pense qu'il vaut mieux passer son chemin, continuer à travailler, préparer les échéances qui sont la 2025 et toutes proches, continuer à construire nos stades, à construire nos équipes, à évoluer, à former nos cadres, à nous développer, que ce soit en sport ou ailleurs, et sans problème. Et sans problème avec qui que ce soit. Parce que c'est ça, justement, et dans les règles, c'est-à-dire qu'on respecte, nous, le règlement de la CAF. Les maillots sont homologués. Oui. Répétons-le. Si la CAF nous avait dit d'enlever la carte la carte ou le drapeau du maillot, je suis certain que l'équipe de Berkane se serait exécutée. Plus normalement du monde. Mais comme c'est des éléments identitaires, la CAF n'a aucune raison d'interdire à quiconque de mettre son drapeau ou sa carte sur son maillot. Il faut me rappeler ce fameux maillot avec le zlige marocain. Et pourtant, on a été joué là-bas. Effectivement. Et ils sont rentrés avec ce maillot-là. Alors qu'ils étaient à tort. On aurait pu dire, ça touche à la souveraineté, ça touche à l'identité marocaine, on ne joue pas. Nassim El Khelf, un dernier mot. Et peut-être un mot aussi sur ce Maroc sacré champion d'Afrique du futsal. Et quelles sont les chances aussi? Est-ce que c'est un candidat pour remporter peut-être la Coupe du Monde de cette catégorie de 2024?
Bah, un dernier mot sur l'affaire de la carte. Moi, je dirais que c'est vraiment dommage parce que on pourrait le souligner parce que le football, je le redirai jamais assez. Le football, il est fait pour lier encore ces peuples qui sont déjà liés par l'histoire et par la nature et par leur ADN. On se ressemble. On fait pas de différence si on va tous les deux à l'étranger. Et c'est dommage que même le football qui est censé être rapproché et rappeler ces liens qui sont historiques, comme je l'ai dit, une junte, une petite catégorie de personnes a choisi de l'utiliser pour encore plus séparer ce qui est en train de se faire. Et ça, c'est dommage et pour moi, c'est ridicule. Parce que quand on parle de souveraineté, est-ce que le Maroc aurait empêché l'USMA de porter une carte de l'Algérie complète sur le maillot en rentrant avec? Non, pas du tout. Mais parce que la CAF et la FIFA reconnaissent ce drapeau et cette carte-là. Si tu te débarques avec un autre drapeau, par contre, que ni la FIFA ni la CAF ne reconnaît, bah oui, on va t'empêcher de le faire. Alors que le Maroc est allé jouer avec une carte de son territoire complet. Mais même là, ça n'est pas à l'équipe adverse de s'opposer à la chose. Parce qu'il y a une réunion technique avec des délégués de la CAF, de l'instance qui organise, et c'est là qu'on peut objecter et dire, bah, écoutez, ce maillot n'est pas conforme. Et d'ailleurs, c'est ce qu'ont fait les Algériens à Berkane. Sauf que le commissaire de la CAF leur a dit, je vous déboute parce que, messieurs, c'est validé par la CAF. Voilà, exactement. Vous perdez votre énergie. Donc, ce n'est pas des douaniers de ce... Ils ne connaissent pas. Ils connaissent pas les règles. Enfin... Non, ils les connaissent ou ils font semblant de ne pas les connaître parce qu'ils sont dans une politique de la fuite en avant parce que c'est une confrontation entre les gens qui respectent le juridisme, la règle de droit, et les gens qui sont dans le fait du prince. Le fait du prince, ça dépend d'instructions qui viennent de très très haut et qui ne correspondent à aucune logique. Pour le futsal, la comparaison peut faire mal. Ce qu'on vient de faire avec l'historique, je pense que les 3 titres consécutifs, encore une fois, je parle sous le contrôle d'Amine, ça n'a jamais été fait par aucun sport collectif marocain. Ouais. Dans l'histoire du sport marocain, 3 titres consécutifs, c'est du jamais vu, c'est juste exceptionnel. On s'en rend pas compte, ça fait plus de 12 ans que le Maroc domine ce sport et on n'a pas été les premiers ni précurseurs à ce niveau-là. Par contre, on a fait confiance à un homme. Parler de cadre, moi je dis que c'est le cadre avec en majuscule, c'est Hicham Dgik, c'est l'exemple à suivre pour tous les coachs, pour tous les gens qui ont une ambition dans la vie en général, pas que dans le sport, parce que on l'a vu de haut, comme a dit c'est Aziz Daouda, parce que c'est juste le futsal. Il savait que justement ce n'est que le futsal qui fera grandir ce sport au Maroc. Aujourd'hui, il devient l'un des sports les plus populaires, les mieux pratiqués, les plus qu'on prend du plaisir à regarder. Moi, personnellement, quand je regarde un match de futsal, avant même de connaître les règles et de m'y intéresser, je prenais du plaisir à regarder parce que j'aime bien le football et j'aime bien le futsal et l'ambiance qui va avec. Aujourd'hui, on est leader sur le plan continental. La Coupe du Monde. La Coupe du Monde du futsal. Un candidat sérieux, le Maroc? Bah oui, justement, quand tu domines ton continent autant et trois fois sur 3 CAN, et que la CAN elle se joue tous les 4 ans, hein, si je me trompe pas. Donc quand tu domines aussi longtemps, oui, je dirais qu'aujourd'hui tu es un candidat sérieux, mais faut pas oublier non plus d'où on vient et on y va doucement, sans grosse tête, sans trop de pression. Pour l'instant, on est bon, on est très très bon chez nous. Et il nous reste un peu de chemin à faire et d'expérience à gagner sur le plan international, mais ça viendra avec le temps et moi j'ai confiance en ce groupe-là. Là, je vois les images déjà, c'est un groupe d'hommes exceptionnels et c'est surtout des joueurs qui se sont battus et quand ils ont commencé à 0, ils touchaient rien à un moment donné dans leur carrière. Et aujourd'hui, 3 médailles d'or pour le pays, 3 médailles d'or pour la patrie, 3 médailles d'or pour son roi et puis et pour le peuple aussi, parce que c'est ce peuple-là aujourd'hui qui est derrière cette équipe et qui connaît aujourd'hui tous les noms de cette équipe nationale. Et c'est déjà ça de gagner pour un sport comme le futsal, ou dans d'autres pays du monde, il a toujours du mal à se faire sa place. Oui, mais au lieu d'handicaper justement ces pépites, on leur donne leur chance et on les laisse éclore et on les laisse justement porter très haut le drapeau au-delà de toute autre considération, pourvu que cela puisse inspirer certains ou même tout simplement, il faut rester quand même réaliste, les rendre à la raison. C'est Aziz Daouda. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous également, Amine Birouk. Je vous remercie également. Et à vous, Nassim Elkalf. Merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir participé au débat. Merci, ça fait plaisir. يعني كما شفتوا الاخوان يعني فيديو رائع وبلاطو رائع وحتى الضيف كان في المستوى ولكن بغيناش
هادو محطات تكون منفرده ومنعزله مع الاحداث. خص يكون هذاك الشيء باستمرار، خاصو هذا الشيء يكون يومي كوتيديان، ماشي حتى لدابا عادي ينوضوا وحدين يديروا شي حاجه. خاص هذا الشيء يكون، خاص تكون قناه بحال القناه الرياضيه فيها بحال هذا الشيء، ما يكونش بيلانغ تريلانغ كما بغى يكون. المهم خاص تكون واحد الديناميكيه. شفتوا القوه ديال خديجه احسان، امين بيروك تبارك الله قامه، وكذلك سي عزيز داوده. هادشي اللي كاين الاخوان، بارك الله عليكم، تهلاو.